Objet du mail. Je me désolidarise. Le 5 mai, nous, les professeurs, avons reçu un email de Pierre Alféry nous demandant de signer une lettre ouverte pour manifester notre solidarité avec les étudiants victimes de violences policières suite aux événements de la place de la République. Mon premier réflexe a été de ne pas signer car je ne partage nullement le discours, tout à la fois nihiliste et pantouflard, du mouvement Nuit debout. Quelques heures plus tard, je me suis ravisée à cause du bras cassé et des points de suture. J'ai signé. Hier soir, la douzaine d'étudiants, partie prenante de ce mouvement, forte de l'audience que lui ont donnée ces contusions, photographiées et publiées, ont cru bon d'inviter le mouvement à occuper l'école. Résultat, 400 personnes ont envahi les lieux, forçant les serrures, vidant les extincteurs de leur contenu, cassant les bancs de l'amphithéâtre d'honneur, etc. La cour vitrée, transformée en nuit couchée. Autant dire que je regrette profondément d'avoir signé cette lettre ouverte. Non seulement je me désolidarise de cette douzaine d'étudiants irresponsables, mais je déplore d'avoir été instrumentalisée pour servir une cause qui n'est pas la mienne. Enfin, je m'étonne du silence de Pierre Alféry que je n'ai pas vu ce soir au milieu des squatteurs et dont nous n'avons reçu aucun email pour commenter les événements. Je dis son nom ? C'était de nous donner l'illusion plus ou moins d'y avoir accès pour derrière nous expulser sans nous consulter. Et s'il avait eu envie d'être dans le dialogue, il aurait pu venir là, désarmé, et nous dire je joue mon poste actuellement, je sais pas quoi faire, la tutelle me met la pression, je vous préviens, ils veulent faire intervenir, moi voilà, je suis pas solidaire de la tutelle, je peux pas prendre position autre que celle-là, et je sais pas, c'est lui qui aurait pu nous réveiller avec un café avant qu'on se fasse embarquer par les flics quelque part, tu vois. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que vraiment médiatiquement, pour lui ça va être la honte totale. Ce qu'il fait, c'est la honte totale. Il va pas pouvoir, et en tout cas on va pas le laisser faire, intervenir publiquement pour parler de la responsabilité sociale d'un artiste sans qu'on va aller le huer pour dénoncer l'attitude répressive qu'il a eue lui-même dans sa propre école, quoi. Du coup, tu peux me parler de la thématique de ces débats ou de ces conférences ? À laquelle on n'est pas allé, puisque en fait, le 28 avril, quand il avait lieu, on était aux urgences parce qu'on était nous-mêmes réprimés par l'État. En gros, il faudrait que je te passe le lien vers l'énoncé de ça, il est assez fort. C'est en gros... le résumé, c'est en gros l'artiste ne peut pas ignorer les mouvements sociaux actuels et il ne peut pas ignorer que à chaque fois il est confronté à la censure quand il essaye de s'établir dans l'espace public. Enfin, c'est vraiment ça le topo de la conférence qu'il a menée pendant 2 jours dans l'école, quoi. Collabo! Non, mais tout à l'heure, t'as poussé mon pote, tu lui as fait mal. C'est quoi le problème? Tu veux aussi me pousser? Tu veux me pousser? Tu veux que je sorte, tu me pousses? Tu veux me pousser? Forcer la porte, c'est rentrez, sinon ferme le gueule! Il y a 2 minutes. Mais laissez les portes, vous êtes en train d'en laisser les portes. Laissez les portes! Laissez-les rentrer! Laissez-les rentrer! On a participé au mouvement de République, on était très enthousiastes par ce qui se passait sur la place. On a essayé de l'investir durablement parce qu'on pensait que l'occupation durable était la seule manière de pouvoir garantir un espace de dialogue, de construction, d'invention sur la place. À la suite des répressions policières, on a décidé d'occuper les Beaux-Arts et d'offrir le lieu au mouvement et à tous ceux qui voulaient s'emparer du lieu. Donc hier soir, on a fait un appel à une assemblée générale à 18h. Il y a environ 500-600 personnes qui ont investi la cour des Beaux-Arts. La police est rentrée dans le bâtiment par une autre entrée et ont condamné la moitié des bâtiments des Beaux-Arts. Il y a eu une discussion avec le directeur qui s'est faite avec une délégation d'étudiants de l'école qui ont conclu qu'ils pouvaient continuer à occuper la moitié de l'école
en échange de ne pas dégrader les locaux et de ne pas toucher aux collections du musée. L'AG de tout à l'heure, c'est éparpillé sur énormément de questions, sur la question de comment on se ravitaille ici, et en particulier aussi sur donc la deuxième AG, parce qu'il y en a une première, sur la question donc, de ce qui avait émané des négociations entre les occupants d'ici et puis l'administration donc, de l'école et la police. Et donc, ce qui était un peu sensible, c'était la question des œuvres qui sont dans l'école et qui, du coup, fait un peu peur au ministère de la Culture parce qu'il ne faut absolument pas toucher à ces œuvres-là. Et donc, du coup, leur grande peur serait que les occupants, du coup, détériorent les collections qui sont ici. Du coup, la direction des Beaux-Arts nous a assuré que la police ne serait pas dans l'école cette nuit, mais sous certaines conditions, et que je pense qu'on peut facilement respecter. Ces conditions, c'est qu'on ne s'étale pas dans l'école, mais franchement ça va. En fait, il y a même le directeur d'études qui nous a proposé de nous prêter cette amphi-là. Dans cette école, il y a la deuxième plus grande collection de dessins de France après le Louvre. Il y en a qui sont ici qui ont plutôt un avis pour dire qu'il faut qu'on se porte garant en fait de l'héritage qu'on a ici. Et c'est le seul moyen en fait qu'on a de pas se faire expulser. Et que si jamais il arrivait que quelqu'un touche à ces œuvres-là, ce serait l'expulsion directe. Ils ont essayé de négocier suite à l'ampleur en fait du nombre de personnes qui sont venues. Ils s'attendaient vraiment pas à ça, ils ont cuisiné pour 100 personnes, ils s'attendaient à une centaine de personnes et on s'est retrouvé à 500, 600, 700 parce que effectivement le mouvement prend de l'ampleur quelque part et les gens sont prêts à occuper, sont prêts à venir à des occupations, sont prêts à venir à des appels de peu importe d'où ils viennent, etc. Et du coup ils se sont retrouvés débordés en fait ils ont essayé de négocier avec l'administration en fait histoire d'être un peu serein, d'occuper une nuit comme ça avec un deal et l'administration a dit très bien on vous donne tel endroit mais en échange vous faites un service d'ordre qui protège les œuvres d'art comme si le sous-entendu était qu'effectivement les gens qui venaient aux Beaux-Arts pour occuper, pour faire de la politique étaient aussi par ailleurs un peu une bande de pilleurs ou étaient infiltrés par des pilleurs, ce qui est un fantasme en fait. C'est dans la tête de tout le monde qu'il ne faut pas aller péter ces œuvres d'art quoi. Ça aurait fait un peu Taliban, non ? Oui, alors c'est vrai qu'on aurait pu effectivement dire que nous sommes tous pour une autre barbarie et qu'on peut faire comme Daesh et Palmyre. On aurait eu le droit à un bel article de Paul Veyne aussi dans Le Monde ou dans Libé. Mais ouais. Mais c'est tout le sous-entendu de l'administration. Hein. C'est un des premiers trucs que l'administration a posé, c'est ah oui, on vous laisse occuper telle chose et telle chose, mais vous faites un service d'ordre pour protéger les œuvres d'art, comme si des gens qui occupent un bâtiment dans un mouvement social sont forcément des gens qui détruisent en soi. Et même si ça s'est déjà vu à certains moments, c'est pas systématique quoi. Mais tu comprends qu'il y a des gens dont la sensibilité a été heurtée en fait parce que en gros casseur ça veut rien dire, tu vois. Casseur ça veut pas du tout dire il y a des gens en fait qui ont été un peu hébétés ou choqués du fait qu'on les prenne pour des casseurs d'œuvres d'art alors que ça n'a jamais été question, tu vois, de... Ouais. Non mais oui c'est chiant. En même temps il y a tout le monde qui joue avec ce discours-là, avec ce truc-là, il y a plein de gens qui se font monter la tête entre eux autour de ça et c'était...
je pense que ça aurait pas dû être un problème et qu'à partir du moment où on acceptait de faire entrer des gens, il y avait aussi une confiance là-dedans et puis il y avait pas, si vraiment il y avait lieu de débordement, on le réglait comme ça, il n'y avait pas besoin d'en parler pendant 15 plombes à l'AG, surtout que c'est à la limite il y a une AG et si c'est pour parler de ça déjà. Là pour rentrer dans un truc après, c'est de quoi? Mais tranquille. D'un rayon de soleil pour me tirer de la léthargie, me sortir du sommeil et voir mon sourire s'élargir. À croire que je suis pas humain, je photosynthétise à la lumière comme délire, j'oxygène ta cité grise. Quand le printemps remplace l'hiver en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, je veux écrire dès le premier instant, quoi un passe-temps. Penses-tu, on se tue, style hostile, hostile, docile des imposteurs, postiche, posture de combattant. Je m'en fous d'être convaincant, je prends la vie sans stresser. Pourquoi me presser, man, j'ai que 20 ans. En attendant, le soleil me délivre, ses rayons me réchauffent et mon cœur se dégivre. L'esprit dans les livres et le sourire aux lèvres. J'attends plus de vivre, je me lève et je poursuis mes rêves. J'ai le souci des règles, mais pas des vôtres. Les saisons importent plus que vos consensus. Comprends-tu mon enflure? C'est du bon sens, tu n'as qu'une vie. Je t'assure fils qu'elle est courte en plus. Les saisons importent plus que vos consensus. Je t'assure fils qu'elle est courte en plus. C'est un remix de Guts remixé. Je pose mes guts sur la table et t'as qu'à les mixer avec tes mangues pour en faire un smoothie. Je rappe ça, tu sais bien, comme dans un jacuzzi. Je fais des bulles, je bulle. Ils m'en ont mis plein sur mes copies. Mais tranquille, je photocopie ces Wack MC qui font tous les mêmes choses en noir et blanc. Leur prose se ressemble. Je l'assemble et j'en fais de l'ambroisie. Et je la broie aussi, certes. C'est un petit peu paradoxal, mais j'envoie des phases et tu sais bien que ça vient de mon épine dorsale. Certes, ça n'a aucun rapport, c'est dénué de sens, sans queue ni tête. Un peu comme les phrases écrites sur ce mur. L'art est une imposture, certes, mais je ne comprends pas. Est-ce qu'elle dure, est-ce qu'elle perdure? Est-ce qu'elle va dans une direction propre à elle-même? Je ne sais pas, mais tu vois, j'en mêle les mots de façon à que ça soit pêle-mêle, que personne n'y comprenne rien. Si quelqu'un comprenne, si quelqu'un même me suive, mais tu vois, ça n'a aucun sens, ce n'est même pas une missive. Je n'ai pas de mais tu sais bien qu'elles ne sont pas décisives, mais je décide de suivre, de continuer. La prod me plaît, alors je décide de la perdurer. Mais en vrai, moi je pense que cette question-là ne se pose absolument pas. Je pense que personne ici n'est assez stupide pour aller détériorer des tableaux qui valent une fortune. On n'est absolument pas là pour ça. Moi je pense que la chance qu'on a d'être ici, c'est pas d'occuper un lieu qui renfermerait une collection d'œuvres d'art et tout ça. Non. Ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on a enfin la possibilité d'avoir un lieu couvert, un lieu de réunion, un lieu où il y a de la vie, où on peut justement s'organiser pour savoir comment on mène la lutte. Le monde ou rien. Le monde ou rien. Le monde ou rien. Le monde ou rien. En fait, il y a aucune statue. Enfin, il y a aucune statue qui a été abîmée. Il y a aucune œuvre d'art qui a été. Non, aucune œuvre d'art, non. Alors apparemment, il y a une statue sur laquelle on aurait mis du vernis à ongles sur les doigts. On n'a pas besoin que la rue rentre dans l'école pour qu'il y en ait. Enfin, les étudiants eux-mêmes adorent faire des tags dans l'école, quand ça les arrange. Les statues dont on dispose à l'école sont majoritairement des copies, quoi. Parce que les vraies statues sont pas là, elles ont été retirées après 68. Parce qu'elles avaient été estimées trop dégradées par des inscriptions des étudiants qui étaient en lutte à cette époque-là et qui n'ont eu aucune hésitation au final et aucun scrupule à dessiner dessus, quoi. Alors je sais pas si c'est nous qui sommes plus poules mouillées ou si c'est parce qu'on était directement prises en otage, parce qu'on savait très bien que si on commençait à faire ça, c'était l'excuse parfaite pour eux d'intervenir avec les flics. C'est une lettre du directeur de l'école en réponse à une enseignante qui a pris notre défense et a essayé de revenir sur les événements de manière un peu plus objective. Et la réponse du directeur est la suivante. Anne, cette lettre t'est adressée, mais à tous tes collègues aussi. Il serait temps d'arrêter avec la démagogie.
L'occupation bon enfant de l'école sans dégradation, pas plus gênante qu'un défilé de mode, c'est joli mais c'est une fiction. L'amphithéâtre de Paris-Malaquais est inutilisable. Matériel vidéo volé, matériel audio détruit, objectifs, des caméras et des projecteurs bombés, sans préciser bien sûr qu'en fait c'est des caméras de surveillance. Effraction de la porte de la régie, terrasse Perret, classée, taguée sur les 4 côtés, une étudiante complètement dépouillée de ses affaires, manteau, sac, portefeuille, téléphone portable, une personne du service de la communication des Beaux-Arts malmenée. Couverture, ardoise et zinc du palais des études abîmée, des visiteurs sans harnais sur la verrière du dit palais, avec une vidéo en lien. Un faux pas et nous avions un mort dans l'école. Cessons de croire que nous vivons dans un univers simple. Certes, dans l'état actuel des choses, ces dégâts ne sont pas la fin du monde. Certes, le hasard nous a évité un accident grave. Certes, les étudiants les plus engagés politiquement ont eu cœur de préserver le site et sont parvenus à contenir l'occupation dans des limites raisonnables, à remettre de l'ordre dans la nuit du 12 au 13, et nous leur en sommes reconnaissants. Certes, le dialogue avec eux n'a jamais été rompu. Mais combien de temps cela aurait-il duré ? D'autant que tous les étudiants n'étaient pas d'accord avec le mouvement, que certains étaient prêts à en découdre, et que parmi les occupants, les bonnes intentions étaient inégalement partagées. Nos autorités de tutelle, finissons-en également au passage avec l'idée que nous sommes seuls au monde, nous ont laissé 48 heures pendant lesquelles l'école a été ouverte. Nous nous sommes engagés à ce qu'elle le soit toute la journée d'hier et avons tenu parole. Nous y sommes restés presque 24 heures sur 24. Nous avons fait évacuer l'établissement ce matin par des fonctionnaires de police en civil, 0 heurts, 0 blessés, 0 interpellation, 0 garde à vue. L'école reste fermée pendant 48 heures, le temps de faire un état des lieux. Accablés du saccage de leur amphi, l'école de Paris-Malaquais, et de remettre les choses en place. Nous décalerons d'autant les diplômes si besoin. L'exposition de parcours Marc Dayon ouvre mardi, espérons-le sans incident, et l'école reprendra ses activités. Jean-Marc Mustamante. Patricia Subé, Didier Semin. Tu en penses quoi, toi, de ce positionnement, en fait ? Je trouve ça très infantilisant, je trouve ça assez ridicule. En même temps, j'imagine que ça a été écrit dans l'urgence, mais ça nous prend pour des cons, ça prend les étudiants pour des cons. Ça, c'est pas capable de parler d'autre chose que des dégradations, et ça va exactement dans le sens contraire de là où on voudrait que ça aille. Ça fait du bruit sur en fait tout ce qui n'est pas de la création, quoi, tout ce qui est de la destruction et qui n'est pas de la création. Et jusque là on avait envie de construire, et c'était justement ailleurs que ça détruisait, et du coup ça fait beaucoup de bruit sur la destruction. Lorsque je suis arrivé à l'école, on m'a dit il n'y a pas de réunion qui se fait aujourd'hui. Alors qu'il y avait une décision d'occupation qui a été rendue publique hier soir. J'étais un peu surpris, donc je suis quand même rentré, on m'a laissé rentrer. Et la réunion consistait en gros à savoir s'il y avait ou non une occupation. Le gros problème pour certains étudiants, c'était qu'ils voulaient protéger leur école et qu'il n'y ait pas de dégradation ultérieure. Ils se disaient qu'il ne faut pas faire rentrer plus de personnes dans l'école parce qu'on ne peut pas contrôler ce genre de débordement. Ils appellent ça des débordements. S'agit-il de débordement ? S'agit-il de dégradation ? Je pense que la raison pour laquelle certains étudiants ne sont pas d'accord avec une occupation, c'est parce qu'ils ne sont pas d'accord avec l'idée générale de ce mouvement social qui a débuté il y a quelques mois maintenant. Donc avoir l'école ouverte à un mouvement social
qui ne correspond pas du tout à leurs orientations politiques, ça les dérange. Mes interventions en AG se sont portées dans un premier temps sur la nécessité d'arrêter de parler des dégradations qui ont eu lieu au sein de l'école des Beaux-Arts. Je pense que les dégradations sont un effet collatéral qui est presque nécessaire. À partir du moment où on investit un lieu, on le modifie. À partir du moment où on habite un endroit, cet endroit commence à nous ressembler. Alors peut-être que la façon dont les occupants ont décoré l'école pendant la nuit ne correspondait pas aux standards esthétiques de ce qu'est l'école des Beaux-Arts. Toujours est-il que ce débat était stérile et qu'il fallait passer à autre chose. Donc j'ai pris la parole la deuxième fois devant l'Assemblée pour dire qu'il m'arrivait d'avoir honte du comportement de mes camarades étudiants des Beaux-Arts qui symptomatiquement se plaignent des dégradations et de la préservation de leur école, leur chère école située à Saint-Germain-des-Prés et de ce monument historique si cher au patrimoine de la France, alors même que la diversité sociale de l'école des Beaux-Arts est plus que problématique puisque une grosse partie des étudiants viennent de milieux sociaux très élevés avec des capitales culturelles évidents et que la reproduction sociale est visible chaque jour au sein de l'école des Beaux-Arts. L'art n'est pas tributaire du marché, pas du tout, et effectivement il y a des énormes dérives, mais elles sont clairement liées à notre époque en fait. Et l'art a toujours eu un statut très ambigu avec le pouvoir, avec la domination, avec la richesse, avec ces choses-là. Et voilà, et je pense que ce qui est important, c'est aussi de dire que l'art n'est pas le marché, ce sont vraiment deux choses qui sont complètement différentes. Il y a un paquet de nuances en fait, c'est vraiment pas les artistes du marché et les autres, c'est vraiment plus complexe que ça. Il y a aussi une réalité sociale, c'est que nous quand on sort de l'école, si jamais on décide de continuer d'être artiste, la seule possibilité qu'on a, c'est le RSA en fait. Vraiment. À une certaine époque, la politique et l'art étaient intrinsèquement liés, c'était presque une évidence. Aujourd'hui, ça devient presque un blasphème d'aborder des sujets politiques ou sociaux, d'exprimer des revendications, d'essayer d'inventer un autre monde, en fait, finalement, au travers des formes artistiques. Le fait qu'il y ait des créateurs qui se disent apolitiques, c'est extrêmement politique. C'est ce que je pense. Que c'est voulu que les créateurs se désengagent des problèmes de la société. Et c'est voulu par qui? C'est voulu par le marché de l'art. Donc qu'on formate une élite artistique à se désengager des problèmes de société, c'est politique. Et nous, ce qui nous a aussi énormément déçus quelque part, c'est la réponse aussi des étudiants et des professeurs sur une présence au sein de l'école de précaires, de ce qu'ils considèrent comme étant des marginaux, alors que c'est juste que c'est pas les mêmes personnes qui stagnent sur les blancs, quoi. Donc on peut même pas poser 3-4 questions aux gens qui sont là pour qu'ils nous disent juste. Asseyez-vous, écoutez, j'essaie de faire voilà. Une question, c'est que tu as une réponse de 5 minutes et en fait on va choisir 3 mots à un moment T pour faire dire ce que vous voulez en fait. Ok. Mais posez-vous aussi. On va voir ce qu'on fait parce que... Elle commence à fermer tous les étaliers et ensuite ils ont étalé le miettes. Et ils savaient très bien qu'on était dedans quand même. Ah oui, ils savaient très bien qu'on était en train de faire. Juste pour nous démotiver ou je sais pas quoi. Je pense que au départ ça paraît une bonne chose parce que ça simplifie les conditions d'occupation, il n'y a pas de violence, donc tout de suite ça paraît plus festif et du coup c'est plus fédérateur.
Et en plus, il y a eu tellement de violence ces 2 derniers mois, en particulier avec la police et même la République pour maintenir la place, que quand ça se passe de manière aussi douce et aussi improbable, c'est un bonheur, il ne faut pas le cacher. Mais comme on disait, ça peut être aussi rapidement un piège, parce que du coup, on se contente de ce qu'on nous donne, et ce qu'on nous donne, on ne nous le donne pas formellement, on nous tolère. Et du coup, on oublie qu'on est dans une mode d'occupation et on croit que c'est déjà gagné, et alors qu'en fait, tout reste à conquérir, à reconquérir chaque jour. Et du coup, ça peut nous pousser à nous asseoir un peu sur les acquis, alors que c'est quand même une occupation, que c'est transgressif, et que même si le directeur de l'école la tolère, derrière lui, il y a le ministère de la Culture, il y a le gouvernement, il y a etc. Et il y a un rapport de force, et donc il ne faut pas qu'on l'oublie. Et ça peut, surtout dans un lieu aussi luxueux, ça peut avoir le risque qu'on s'endorme un petit peu. C'est pas tellement ce qu'il faut négocier ou pas avec le directeur, c'est dans quelle situation ça va paraître pertinent ou stratégique de rentrer dans des phases de négociation, ou pas du tout, selon le type de conflictualité. Après, il y a la question de est-ce que c'est le geste qui nous intéresse ? Est-ce qu'on a envie de poser un geste qui est subversif parce que du coup on occupe ? C'est un peu ce que disait leur nom, c'est on ne demandera rien, on ne revendiquera rien, on prendra, on occupera. Et que ça peut être, on peut désirer juste le geste, quitte à se faire virer par la police quelques heures après, donc de ne pas pouvoir faire vivre quelque chose sur la durée. Aujourd'hui, il y a des gens qui nous ont dit non, vous ne pouvez pas rentrer, l'AG est annulé, parce qu'en fait, ils ont peur qu'il y ait un débordement par rapport au cadre qui a été posé dans la négociation avec ce qui se comprend, parce qu'ils sont dans ces problématiques-là aussi. Dans quelle mesure on transgresse, dans quelle mesure on essaye de conserver, c'est déjà précieux d'arriver à faire rentrer 300 personnes et de construire un château dans les Beaux-Arts en pleine nuit. On peut se dire, est-ce qu'on va déjà conserver cet accord-là, ou est-ce qu'en fait on va plus loin, on demande plus, mais du coup ils sont pris dans ces questions-là, et c'est le début, mais on sent que ça va être hyper présent, quoi. Tant pis, il y aura une conflictualité qui va se poser avec ce monsieur, et il se placera d'un côté ou de l'autre, et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de pousser les gens dans leur retranchement et de dire ok, ben là on va transgresser un truc, à vous de vous placer en face en fonction. Et enfin, si on est dans une période où voilà, il faut se placer, il y a des lignes qui se créent, il y a des polarités, et à chacun de savoir où il se place là-dedans, quoi. J'étais en train de dormir dans la cour vitrée, et j'ai été réveillé par police, tout le monde se réveille, et du coup on a tous été parqués dans la cour vitrée, entourés par un nombre vraiment impressionnant de flics en civil. On a cru qu'on avait une certaine confiance avec la direction, ce qui n'a pas été le cas, et voilà, c'est là où on a été naïf en fait d'être confiant, tu vois, et de vouloir de jouer de manière réglo avec l'administration, quoi. Ils ont sûrement voulu parler des vols qu'ils ont dénoncés le premier soir. Je sais pas de quel vol, j'étais pas là, donc je peux pas en dire plus sur ça. Mais ce qui m'a choqué, c'est que ce terme d'exaction, c'est celui qu'on utilise aussi pour décrire, ce qui se passe en Afrique quand une milice rase un village, viole les femmes, tu vois, quand on parle de razzia, des choses comme ça, voilà. Ça, ce sont des exactions. Donc sous ce terme-là, il recouvre en fait des actions qui sont considérées au niveau de la loi comme des délits, alors que ce terme, je te parle de ce qu'on considère légalement, c'est ça qui est drôle. Ce terme, il est utilisé aussi pour décrire des choses qui légalement sont considérées comme des crimes contre l'humanité. Tu vois. C'est intéressant de voir ça, de voir ce qu'ils engagent. Pour eux, il y a un crime contre quoi en fait? L'attaque contre ce système, contre cet État. C'est un crime contre ce de quoi ils ont constitué leur humanité. Monsieur, bonjour, c'est fermé, monsieur. Il n'y a plus personne? Ah non. Il y aura quelque chose. Mais non. Ce matin, il n'y a plus personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a pris des trucs. Ah bah, allez-y, lisez. Hein. Non, mais c'est pas possible. Les événements, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était occupé, simplement. Hein? Ça a été occupé, simplement. Non, mais ça a été occupé, voilà. Je sais, mais depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, depuis, mais c'est plus occupé. Ça veut dire que tout le monde a été viré? Voilà. C'est un truc qu'on avait fait en 81.
La farce tranquille, 1991. C'était le slogan de Mitterrand, la force tranquille, c'était. Ah oui, bien sûr. En 80. Eh oui. Voilà. Donc ça fait quand même 35 ans que ça dure, la farce tranquille. La loi travail, elle va sûrement passer en 49.3. Il y a eu un premier 49.3. À la lecture, ils vont sûrement l'utiliser encore. Si la motion passe pas, ça passera. Et c'est défaite sur défaite. Elle s'explique en grande partie par l'impossibilité qu'ont eu, que ce soit les étudiants, les travailleurs, etc. Donc toutes les personnes impliquées à s'organiser, à prendre le temps de produire des choses constructives. Et cette impossibilité, elle est totalement du fait de toutes les autorités, en fait, que ce soit les autorités des lieux qui ont été occupés, les autorités préfectorales, ceux qui ont toujours viré les gens, en fait, des lieux où ils essayaient de s'organiser ensemble. Jeudi soir à 20h, nous avons déclaré le commencement de l'occupation de l'Ansbach. Concernés par les luttes actuelles qui vibrent en France depuis un certain temps, et dans la continuité des 4 châteaux construits sur la place de la République, nous avons décidé d'agir, de monter au sein de notre école un lieu pour penser le monde en commun, en dehors des sanctuaires que sont nos ateliers. Ceux qui ont partagé du temps avec nous, étudiants, professeurs, personnels ou invités, peuvent attester de la bienveillance générale envers l'école accueillante et des nouveaux aspects positifs de cette expérience vécue. Nous avons cuisiné pour plus de personnes que nous ne l'aurions jamais fait. Nous avons mis en place une émission de radio désinvolte, Radionique, construit un début de château, donné des cours informels de philologie, de philosophie, etc., etc. Nous ne nions pas certaines dégradations, mais il serait intéressant de les nommer précisément plutôt que de faire enfler les rumeurs larmoyantes. Se focaliser sur ces dernières pour définir ce qui s'est déroulé serait clairement malhonnête. Nous sommes amusés de voir la direction emprunter le ton et l'éthique journalistique d'un 20 minutes, 3 jours de fermeture pour remise en état général. Notons que l'état de l'école au moment de notre expulsion, à 6h, vidéo à l'appui, ne différait en rien d'un matin habituel, à savoir propre, paisible et disponible, si ce n'est 2 poignées d'endormis autour d'une tasse de thé et les fondations d'un château inachevé. Jusqu'à la veille, la direction nous autorisait 48 heures supplémentaires pour l'organisation de notre initiative. Nous avons été sots, et la leçon professorale que l'on nous offre est celle de ne faire confiance à personne. Sur ce chapitre, précisons que la fermeture de l'école jusqu'à mardi ne trouve d'autre justification que la crainte d'une occupation empêchant le bon déroulement de l'exposition de Mark Dion prévue pour ce mardi. Sots mais intègres, nous nous étions engagés à maintenir fermement la tenue de cette exposition, ayant eu nous-mêmes des discussions avec l'artiste autour du château commun. Concernant cette fermeture, elle est pour nous tous, étudiants de l'Ansbach, l'expérience de l'arbitraire de la direction. Nous exigeons la levée de cette absurde décision putride et inélégante. Il n'a jamais été question de bloquer notre école, mais bien au contraire de l'ouvrir. Château commun.